Alors, maintenant, je vais donner la présidence, bien sûr, à Eliane Assassi, qui est à la fois vice-présidente de la commission des lois et présidente du groupe CRC, qui va présenter ses 4 invités. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame Escoffier, ministre. Je voudrais remercier Jean-Pierre Sueur qui, avec le talent et la franchise qu'on lui connaît, a en quelque sorte planté le décor de cette journée d'études. Je pense qu'il a bien précisé les raisons pour lesquelles il a pris l'initiative avec la commission des lois de ce colloque. Donc je vous propose de rentrer peut-être immédiatement dans le vif du sujet avec cette première table ronde qui pourrait en quelque sorte constituer une introduction à l'ensemble de nos débats. Si je pouvais résumer, je dirais qu'il s'agirait en fait de savoir si les nouvelles technologies, et en particulier Internet, ont un effet en tant que tel sur la vie privée, c'est-à-dire sur la notion même de vie privée telle qu'elle s'est construite progressivement dans notre culture et sur les représentations que les personnes se font de cette notion, sur les pratiques, y compris les pratiques juridiques qu'ils mettent en œuvre pour préserver cette vie privée ou au contraire pour la faire évoluer de manière à la rendre compatible avec leur usage des nouvelles technologies et en particulier d'Internet. Ainsi, vous l'avez vu, le sujet de cette première table ronde se termine par un point d'interrogation. Il a une double signification, ce point d'interrogation. Si la plus évidente, bien évidemment, est une interrogation sur la menace que constitueraient des nouvelles technologies pour la vie privée, la seconde prétend précisément remettre cette évidence en cause en suggérant qu'il n'y a plus vraiment, au fond, de vie privée à défendre. Alors, pour aborder cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Christiane Ferral-Schul, ancien bâtonnier du barreau de Paris et auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Cyberdroit, le droit à l'épreuve de l'Internet ». Monsieur Antonio Casilli, maître de conférence en humanité numérique à Télécom Paris-Tech et notamment auteur d'un article intitulé « Contre l'hypothèse de la fin de la vie privée, la négociation de la privacy dans les médias sociaux ». Monsieur Philippe Aigrin, il est là, un des fondateurs de la Quadrature, je vais y arriver, du Net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Le président Sueur y a fait référence dans son propos liminaire. Et puis, nous recevons monsieur Benoît Tabaka, directeur des politiques publiques de Google France. Donc je vais leur donner la parole en rappelant un peu la règle du jeu. C'est toujours le sort réservé aux présidences de séance, à propos peut-être qui n'excède pas 10 minutes, pour laisser ensuite la possibilité à la salle d'intervenir. Donc je passe tout de suite la parole à Madame Christiane Ferral-Schul. Merci Madame la Présidente. Alors je m'adresse à une assemblée de citoyens du XXIe siècle, donc forcément connectés à l'Internet et fort probablement aux réseaux sociaux. Et le réseau social, c'est l'aboutissement finalement de toutes ces évolutions que nous avons vues à travers l'Internet depuis les années 92-93. Et on voit bien le modèle social que crée le réseau social avec cette communauté d'amis virtuels que nous avons à travers le monde et avec lesquels nous partageons nos préférences, nos goûts, nos photos, nos vidéos, nos idées. Donc, je pense que vous avez noté que les adolescents en particulier ont troqué leur carnet secret. On n'offre plus aux jeunes filles de 10 ans des carnets secrets dans lesquels elles partageaient avec leur meilleure amie ses premières émotions. Aujourd'hui, c'est la page Facebook, c'est ce partage et on voit bien ici ce bouleversement culturel profond.
Alors, quelques chiffres, parce que les chiffres parlent toujours. 2,4 milliards d'internautes à travers le monde, 54 millions d'internautes en France, avec une évolution depuis 2000 de 566%. En moyenne, le citoyen français passe 4 heures, plus de 4 heures par jour sur son ordinateur et 1 heure sur mobile. 68% des Français sont inscrits sur un réseau social. On compte 28 millions sur Facebook. Et dans le monde, chaque minute, je vous parle de 60 secondes, toutes les 60 secondes, il y a 2 millions de requêtes Google, 347 nouvelles publications WordPress, 571 nouveaux sites web créés, 2000 nouvelles photos sont ajoutées sur Tumblr, 204 millions d'emails sont envoyés. Et on va rappeler tout simplement que 90% de nos données numériques ont été créées ces 2 dernières années. Alors, ce paysage planté, tout à l'heure, Monsieur le Président disait « contrôle et liberté ». Moi, j'ai une conviction profonde, c'est que le citoyen français, comme tous les citoyens du monde, mais l'internaute est schizophrène et passe son temps à passer de cette revendication de liberté sur l'Internet et d'exigence de sécurité sur l'Internet. Et je vais vous donner 3 exemples. Vous vous souvenez que lorsque la carte Navigo a été mise en place, il y a eu un tollé au motif qu'avec la carte Navigo, eh bien, il était possible de savoir qu'on avait pris le métro à la mode Piquet, qu'on était descendu à Odéon à 9h moins le quart, qu'à 9h, sans doute, on était à proximité du Sénat, puis qu'ensuite, on s'était déplacé. Donc, on pouvait retracer le circuit. On était dans tous les balbutiements, finalement, de tous ces débats sur la géolocalisation. Et la revendication était protection de mes données. La liberté de circulation est un droit constitutionnel, donc il n'est pas question d'y porter atteinte. Mais dans le même temps, lorsqu'on est agressé dans le métro, eh bien, le passager de la RATP dit mais comment, avec tous les moyens dont on dispose, ne peut-on pas ici mieux identifier tous ces parcours des uns et des autres? Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est la vidéo protection dans les copropriétés. Inutile de vous dire que, évidemment, vous avez tous ceux qui vont vous dire liberté d'aller et de venir, il est hors de question que mon voisin sache à quelle heure que je suis rentrée, interdiction de capter des photos pour savoir avec qui je suis rentrée, et on le sait, en cas de cambriolage, on se dit mais à quoi servent toutes ces caméras qu'on place, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Et on voit bien ces débats se mettre en place. Et puis, dernier exemple, ce déshabillage numérique dans les aéroports, les contrôles aéroportuaires qui portent effectivement atteinte à l'intimité de la vie privée, mais comme passager, eh bien, il y a cette revendication, cette obligation de résultat que l'on attend des compagnies aériennes et on ne comprendrait pas qu'il puisse ne pas y avoir un contrôle effectif qui soit fait. Donc, ça veut dire simplement que l'on passe notre temps à passer d'une revendication à l'autre et que tout cela ne se concilie pas si aisément que cela. Alors, comme internaute, vous le savez, je parlais de modèle social. Vous êtes en permanence confronté à ce modèle, j'ai envie de dire, économique qui consiste à inciter à livrer des données personnelles, à nourrir le réseau de ces données. Mais il n'y a pas seulement les données que l'on va communiquer spontanément, il y a celles aussi des autres que l'on va être amené à communiquer. Donc on le fait par je dirais inconscience, par négligence, mais lorsque le réseau social va vous dire en 1972, vous étiez au lycée X avec telle personne, oui, non, eh bien, en disant oui, eh bien, c'est une information de plus qui va se greffer sur le profil et qui va permettre petit à petit de cerner complètement la personne. Donc, un modèle économique qui consiste effectivement à collecter le maximum de ces données et ici de s'en resservir à des fins souvent
consumériste, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette première démarche qui va consister pour le citoyen à remplir, sans y réfléchir, forcément tous ces bulletins de promotion qui sont proposés, ne serait-ce que dans les boutiques, pour vous dire vous serez les premiers informés des soldes, et voilà comment on nourrit. Donc nous sommes souvent des victimes consentantes de ce modèle économique et nous nourrissons de données personnelles le réseau. Or, sur le réseau, on constate qu'il y a cette dichotomie espace privé, espace professionnel. On sait que cet espace privé a souvent été compris par l'internaute comme étant un espace confidentiel. Il y a eu un certain nombre de débats, notamment les salariés qui se sont autorisés un certain nombre de propos qu'ils jugeaient avoir été exprimés sur la sphère confidentielle, parce que privé égale confidentiel dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Et là, ça participe de cette démarche inconsciente qui conduit à nourrir le réseau, parce que l'espace privé ne peut pas être compatible avec le modèle économique et le modèle social que j'évoquais tout à l'heure. On ne partage pas avec des personnes qui ont la possibilité elles-mêmes de répercuter l'information des données que l'on considère être confidentielles. Et là, il y a un problème culturel. Alors, ça nous conduit tout droit à la problématique du contrôle de ces données mises en ligne. Je vous disais inconscience, négligence. Est-ce qu'on peut retirer les données? Et moi, je vous dis tout de suite, ayons présent à l'esprit systématiquement, quand on parle des technologies, est-ce une menace de la vie privée, deux éléments fondamentaux. L'Internet a une mémoire d'éléphant. Rien ne se perd sur Internet. Et lorsqu'il y a préjudice, il est à l'échelle planétaire. Donc, la mémoire d'éléphant, ça veut dire que rien ne va disparaître. Et dans le débat droit à l'oubli, devoir de mémoire, on comprend bien la revendication qui est « je n'aurais pas dû mettre cette vidéo où je fais l'imbécile pour fêter mon bac et que je vais traîner toute ma vie durant et qui va être vue par des chasseurs de tête, par des personnes et qui n'est pas à mon avantage. Et je peux avoir, parce que pendant une soirée, j'ai fait l'imbécile, une donnée personnel qui va coller à mon profil toute ma vie, et on peut comprendre la demande de l'effacement. Et à côté de ça, la revendication qui est de dire, mais qui va être juge de l'histoire ? Est-ce que chacun de nous va pouvoir laisser sur Internet uniquement les photos qui lui conviennent et des photos qui finalement vont s'éloigner progressivement de la réalité? Est-ce que nous n'avons pas collectivement un devoir de mémoire? Et là, il y a une vraie réflexion intéressante dans cette contradiction, mais qui nourrit tout le débat et qui est la source de ce débat que nous avons eu, qui est très intéressant, de cette affaire de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 mai 2014, mais sur laquelle certainement nous reviendrons. Alors, diffusion à l'échelle de la planète, je constate aujourd'hui deux choses. La première, c'est qu'au moment où il y a des lois qui sortent, et il y en a eu encore une en janvier dernier, pour dire, lorsqu'il y a atteinte, injure, diffamation, prolongeons le délai pour les délits aggravés, au moment où finalement on se bat pour un délai de prescription plus long pour permettre aux personnes qui ont des atteintes, qui veulent engager des actions judiciaires, puissent le faire dans des délais plus adaptés dès lors que des propos diffamatoires ou des propos injurieux sont sur l'Internet, eh bien, il faut constater qu'il n'y a pas de prescription légale sur Internet. Et que même lorsque, par exemple, vous avez une personne qui est photographiée alors même qu'elle est suspectée d'un délit ou voire d'un crime, eh bien, cette photo va en permanence ressortir sur les moteurs de recherche 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, alors même que cette personne a été soit condamnée et a exécuté sa peine, et donc la prescription pénale a vocation à s'appliquer, ou bien qu'elle a été relaxée.
Donc, sur ce terrain-là, il y a lieu de mesurer le préjudice, et au moment où chaque internaute s'improvise diffuseur d'informations, sans nécessairement avoir la déontologie d'un journaliste, sans forcément avoir les valeurs éthiques ou tout simplement proportionnées, eh bien, on mesure les dégâts. Et je pense que toutes les femmes et hommes politiques présents ici dans la salle savent que dès lors qu'on fait de la politique, je l'ai fait à mon échelle politique professionnelle, vous avez ces espèces de données personnelles vous concernant qui sont diffusées à très large échelle sur l'Internet, qui mélangent le vrai, le vraisemblable, qui flirtent souvent avec l'injure et la diffamation, qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être éradiquées, et avec lesquelles nous habituons à vivre, mais dans un climat où le débat civil mériterait d'être restauré dans des proportions plus éthiques. Cette question des atteintes à la vie privée est tout à fait importante et doit être prise en compte, parce que les femmes et les hommes, politiques ou non, ont cette dimension, cette sphère de vie privée qu'il faut absolument appliquer. Alors, dernier élément, et j'en parle, je dirais, sous ma casquette d'avocat, moi je suis toujours très préoccupée par le fait qu'on se batte, par exemple, pour le secret professionnel, mais ça rejoint la problématique générale, mais sans se préoccuper de l'utilisation des données que nous véhiculons via nos mails. Par exemple, Gmail, dans le fait d'utiliser une adresse Gmail, il y a l'engagement d'ouvrir ces serveurs dans l'hypothèse d'une procédure de discovery aux États-Unis. Donc, ça rejoint quand même toute la problématique qui est de dire il faut simplement être conscient que lorsqu'on donne une information, rien n'est neutre, et comme vous m'avez donné 10 minutes, je ne voudrais pas en abuser, vous dire que si l'on garde vraiment présente à l'esprit cette mémoire d'éléphant, c'est-à-dire quand je donne une donnée, qu'est-ce qu'il en advient, et quand je donne une donnée personnelle concernant mon voisin, ma mère, ma sœur, mon ami ou un tiers, cette donnée non plus ne se perd pas. Et quand je dis que derrière, il y a cette dimension du préjudice qui n'est pas réparable aujourd'hui sur Internet, à raison de cette dimension planétaire, eh bien, cette prise de conscience devrait permettre déjà de procéder par une approche d'autocontrôle et de culture, parce que je pense que c'est cette dimension culturelle aujourd'hui qui n'est pas appréhendée. Et pour autant, je vous dirais, Internet est un formidable outil. C'est un outil qui rapproche, c'est un outil qui ouvre l'esprit, c'est un outil de partage à travers le monde, c'est un outil qui véhicule des valeurs fortes, il faut juste trouver la bonne place pour que tout cela ne conduise pas à mettre en contradiction nos valeurs constitutionnelles. La liberté d'expression, le respect à la vie privée, il faut savoir trouver le juste point d'équilibre et dans le même temps permettre à l'État de jouer son rôle, celui d'apporter de la sécurité aux citoyens. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame. Vous avez vous aussi, en quelque sorte, planté le décor. Sans attendre, je vais passer la parole à Monsieur Antonio Gasilli. Il faut d'abord appuyer. Je vous remercie, et mon rôle est maintenant de reprendre un aspect particulier qui est l'idée selon laquelle la vie privée serait déterministiquement destinée à disparaître dans un contexte de communication connectée, dans un contexte dominé effectivement par les technologies de l'information et de la communication que Mme Ferrand-Schul a si bien décrit, avec un effort pédagogique vraiment important.
l'occasion est aussi donnée par le fait que d'ici 15 jours, nous allons voir l'anniversaire du 6 juin 2013, c'est-à-dire les révélations de Edward Snowden sur l'affaire PRISM et plus en général le programme américain de surveillance électronique et qui a marqué évidemment une nouvelle phase dans les rapports entre les citoyens et la société en réseau, les entreprises, les États. Ce qui est important est de rappeler à cette occasion que les révélations de Snowden, malgré certaines positions de Snowden même, n'ont pas signifié la déclaration de reddition, de fin de la vie privée, mais au contraire nous ont mis face à un besoin douloureux de réaffirmer la défense de la vie privée des citoyens. Et nous pouvons, au bout d'un an, dresser un premier bilan de ce qui s'est passé entre-temps. Entre-temps, bon, nous avons vu d'abord un changement de certains usages, un changement aussi qui passe par les marchés qui ont sanctionné certaines entreprises. Je pense notamment au secteur du cloud. Déjà, on a annoncé en 2013 dans un rapport de la ITIF, donc Information Technology and Innovation Foundation, que les entreprises du cloud américain faisaient face à une perte en termes de chiffre d'affaires estimée entre les 22 et les 35 milliards de dollars sur 3 ans. Ceci suite aux révélations de Snowden et ceci suite aussi au changement en termes de confiance et des citoyens vis-à-vis de ces services. Nous avons vu aussi le long des derniers mois, une montée en puissance de nouveaux services qui, bien sûr, bon, là, on peut se dire qu'on est face à une ruse commerciale, mais je pense par exemple aux apps anonymes, donc les applications mobiles qui promettent de l'anonymité, le web éphémère, donc toutes ces applications comme Snapchat qui promettent d'échapper justement à cette espèce de peine déterministe qui ferait en sorte qu'en gros que toute photo que nous mettons en ligne, toute information que nous partageons va rester à toujours là pour nous hanter dans les années à suivre. Bien sûr, je répète, il faut mettre beaucoup de bémols. Là, on est face à une promesse commerciale, on est face aussi à une ruse commerciale, on est face à la nécessité, et ça c'est pour moi un point important, pour les géants du web aussi, d'être concurrentiels aujourd'hui en 2014 sur la vie privée. C'est-à-dire ils doivent aussi promettre un respect accru, plus important de la vie privée des citoyens et des usagers. Mais pour faire ça, il faut d'abord comprendre de quelle vie privée on parle et de l'autre côté, il faut aussi se rendre compte que, surtout pour les géants du web, ceci est un changement de discours, est un changement vraiment important parce qu'on assiste depuis un an à la nécessité d'abandonner pour les GAFA, d'abandonner la rhétorique de la fin de la vie privée qui avait été, si vous voulez, leur cheval de bataille depuis 15 ans. Alors là, je pense à un premier exemple d'un CEO de Sun Microsystems qui était Scott McNealy, qui en 1999 avait affirmé, noir sur blanc, « You have zero privacy anyway, get over it », qui veut dire en français « Vous avez zéro vie privée de toute façon, tournez la page ». Donc c'était 1999, ces propos ont été repris et développés par la suite par d'autres CEO et d'autres responsables de grandes entreprises. Je pense évidemment à Mark Zuckerberg qui en 2010 avait affirmé que la vie privée, ou plutôt la vie en public était la nouvelle norme, la vie privée était finie. Et donc, si la vie en public était la nouvelle norme, là, il fallait s'y faire. Et son service, Facebook, bien sûr, prenait en compte cela et permettait de partager sans friction, c'est-à-dire sans obstacle. Je pense aussi aux propos de Paul Hermelin, PDG de Capgemini, qui au G8 2011 avait affirmé que la vie privée c'est fini, c'était une parenthèse dans l'histoire de l'homme, ce qui bien sûr résonne aussi avec les propos plus récents de Vint Cerf,
père de l'Internet, mais aussi évangéliste en chef chez Google, qui a, c'est le nom de sa, voilà, c'est son titre, qui avait affirmé en 2013, Privacy may actually be an anomaly, donc la vie privée est peut-être une anomalie dans la longue durée de l'histoire. Alors, nous sommes face là à, si vous voulez, même une caractérisation qui est une caractérisation historique de ce qui s'est passé avec la vie privée dans un contexte de déferlement des technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que ce discours, qui est un discours qui est aussi tenté d'idéologie, si l'on veut, ou alors quand même d'intérêts commerciaux qui sont extrêmement forts, cherche à nous faire croire que la vie privée a commencé à s'affirmer à un certain moment, surtout avec l'arrivée de la société urbaine et la bourgeoisie urbaine qui a commencé à imposer ce besoin de protection de la sphère privée, mais qu'ensuite on est revenu, on serait prêt plutôt pour revenir en arrière à un temps dans lequel on vivait dans des petites communautés qui seraient les petits groupes, aujourd'hui seraient les petits groupes de nos amis, de nos pères, de nos égaux sur les différents réseaux sociaux, qui résonnent historiquement avec les petites communautés rurales qui existaient avant la grande industrialisation et l'urbanisation du 18e, 19e siècle. Alors, là, vous voyez, c'est une manière de dire que la vie privée a été une parenthèse, de dire par la même occasion que la vie privée était quelque chose de, après tout, nul parce que non avenu. C'est-à-dire, elle n'a pas eu lieu. Nous sommes face, si vous voulez, et là je pousse vraiment peut-être mes propos un peu loin, face à une négation de la vie privée en tant qu'expérience historique. Et cette position est, si vous voulez, une restitution historique sujette à controverse, surtout qui oublie ou alors qui gomme tout un ensemble de conflits qui sont aujourd'hui présents autour de la vie privée, qui gomme aussi une véritable guerre culturelle qui est en train d'avoir lieu autour de la vie privée entre les utilisateurs des grandes plateformes sociales, entre les États et les grandes plateformes, entre évidemment les entreprises de ce qu'on peut définir d'une manière un peu rapide l'économie traditionnelle et les entreprises innovantes. Sortir de ce cadre idéologique est, à mon avis, nécessaire pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé avec notre vie privée, laquelle n'a pas disparu, tout simplement, elle s'est transformée d'une manière telle qu'elle est devenue peu à peu méconnaissable. Nous sommes face à une transition qualitative d'une vie privée conçue comme un ensemble de données qui sont autour d'un individu, donc la vie privée qu'on caractérise comme vie privée, comme pénétration, donc une sphère privée qui est pénétrable par les pouvoirs étatiques, par les intérêts commerciaux, pourquoi pas. Et on est passé de cette vie privée comme pénétration à une vie privée comme négociation, c'est-à-dire non plus un droit individuel, mais un droit collectif, ou plutôt une négociation collective qui se fait entre les individus, entre les citoyens et les instances étatiques, entre les citoyens et les entreprises. Et si on cherche à mieux caractériser l'idée de la privacy as penetration, donc c'est l'idée qui est plutôt la tradition que nous avons héritée de la tradition libérale, philosophique libérale et anglo-saxonne. Là, je pense typiquement à cet article qui avait été publié en 1890 dans la Harvard Law Review, qui était un article de Louis Warren et Samuel Brandeis, dont le titre était le droit à la vie privée, donc The Right to Privacy. Et dans cet article fondateur, les deux auteurs définissaient la vie privée comme The Right to be left alone, c'est-à-dire le droit d'être laissé en paix. Alors vous voyez que, effectivement, c'est une manière de voir la vie privée, peut-être très adaptée au contexte anglo-saxon de 1890, mais qui ne s'adapte plus à la situation actuelle du citoyen connecté, qui n'est pas sur Internet pour être laissé en paix. Au contraire, il est sur Internet pour avoir un monde relationnel riche, sur lequel il a de la maîtrise, sur lequel il est capable de décider qui partage quoi avec qui. Et le moment où cette décision
ou plutôt cette revendication de maîtrise se fait, et ben ça c'est le moment où la vie privée change de sa nature, elle cesse d'être un droit individuel, elle devient une négociation collective, et une négociation nécessaire pour assurer cette maîtrise, justement parce qu'on a rappelé qu'il ne s'agit pas seulement de ce que je publie sur moi-même, mais de ce que les autres se permettent de publier sur moi. Et s'ils se permettent de le publier sur moi, c'est parce qu'entre nous, entre moi et mes égaux et mes pairs, ou alors les personnes qui font partie de mon monde relationnel, on a établi un ensemble de codes, un ensemble de stratégies, un ensemble de normes, lesquelles normes nous permettent de partager certaines choses et pas d'autres. Or, la question est que cette négociation a subi, et avec les révélations des dernières années, ou plutôt on s'est rendu compte à quel point cette négociation avait été complètement bouleversée, et que le pouvoir relatif des citoyens versus les États versus les entreprises s'avère être extrêmement restreint. Donc le pouvoir dans cette négociation est ce que nous devons efforcer de rétablir, c'est-à-dire une redistribution d'un pouvoir de négociation pour que ce processus collectif remette en place une vie privée qui soit d'abord acceptée par tout le monde et qui assure une maîtrise à tout le monde d'une manière égale ou du moins proportionnelle. La notion de vie privée en tant que négociation, permet également de prendre en compte les motivations des utilisateurs individuels dans leur articulation avec les intérêts du secteur privé, d'une part, des pouvoirs étatiques, de l'autre. La négociation de la vie privée, il faut bien le rappeler, je la caractérise en tant que négociation, mais il ne s'agit pas de négociation au sens commercial du terme, comme certains veulent le faire comprendre. Hein. On assiste aujourd'hui, on a des exemples de voir des artistes qui proposent des expériences un peu culturelles, un peu décalées, genre ils vendent tous leurs données aux enchères, ou alors il y a carrément des entreprises, des startups comme yesprofile.com qui proposent de monétiser pour vous vos propres données. Alors, on n'est pas en train de parler de ça, on n'est pas en train de revendre ces données, on n'est pas en train de réaffirmer une propriété privée sur les données. On est en train de dire que la négociation est une négociation collective, est une négociation entre des groupes de citoyens, et c'est un processus de détermination des conditions d'usage qui est jalonné d'ailleurs par une série de batailles, de controverses, de conflits. Et dans ces controverses, dans ces batailles et dans ces conflits, nous, on s'inscrit aussi avec un besoin de renouveler l'encadrement légal de cette négociation, parce que le cadre légal actuel est entièrement basé sur la vieille notion de vie privée. Donc la notion de vie privée en tant que pénétration, celle qu'on avait héritée de la posture 1890. Et ce cadre-là n'est plus adapté à assurer la tutelle des citoyens, des utilisateurs d'un contexte de web social et encore plus, j'ajouterais, dans un contexte de changement progressif du web vers un web des objets, ou plutôt un Internet des objets. Là, nous sommes face à un changement de paradigme tel que, progressivement, la ratio entre la partie de ce qui est sur Internet, qui est publié, qui est exprimé par les individus, va changer à la faveur d'une autre partie, qui est la partie émise, voire capturée. En gros, on est en train de passer d'un web de publication à un web de émission, au sens de émission d'émission de données, c'est-à-dire de production de données, presque en dépit de notre volonté. Alors, savoir prendre en compte cela, est-ce qui nous permet aussi de revoir, voire de reformuler la défense de la vie privée dans ce nouveau contexte. Merci. Merci à vous, Monsieur Casilli. Je crois que ces propos nous interpellent beaucoup et que peut-être le débat permettra d'éclairer un certain nombre de choses. Donc, on continue la table ronde. Donc, Monsieur Philippe Aigret. Merci. Merci aussi à Antonio Casilli et à Christine Ferralchoul de m'avoir grandement facilité la tâche en installant le paysage où je vais vous inviter à prendre en compte un certain nombre de besoins de politique publique, mais aussi de réactions sociétales. Tout d'abord, pourquoi est-ce que nous sommes ici ? Alors, Antonio Casilli l'a un peu dit, Jean-Pierre Sueur y avait fait discrètement allusion, mais je ne crois pas que nous soyons ici parce que M. Sueur ou M. Urvoas ont été très surpris des critiques qui lui auront été adressées à l'occasion de la LPM. En fait, je pense que nous sommes avant tout ici parce qu'il y a une personne
qui a sacrifié une partie de sa vie et mis gravement en danger le reste, pour nous révéler la réalité du fonctionnement non seulement d'un certain nombre de dispositifs pratiques des services de renseignement, mais également la contribution que des grandes sociétés de l'Internet y apportaient. Et les révélations qui ont suivi ont montré à quel point cette contribution n'était pas une contribution contrainte et forcée. Par rapport à cette situation, nous avons d'abord un premier devoir à l'égard de la personne qui nous a permis de le comprendre, et de ses prédécesseurs qui avaient été totalement ignorés ou considérés comme des fous. Et le premier de ces devoirs, il est urgent, car en juillet prochain, l'asile temporaire qui a été offert à la Russie, par la Russie à Edward Snowden prend fin, et nous avons un devoir absolu. Et il se trouve qu'en raison d'un article de sa Constitution, la France est face à une possibilité, et donc un devoir accru, de donner asile à Edward Snowden. En effet, je vous rappelle que l'article 53.1 de la Constitution, c'est des choses qu'il faut lire de temps en temps, précise que malgré les accords qui définissent les compétences en matière de droit d'asile, toutefois, même si la demande n'entre pas dans leurs compétences en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Il n'y a pas besoin que M. Snowden soit sur le territoire de la République. Il n'y a pas besoin que ça n'est pas de l'autorisation d'autres pays européens ou n'importe quoi. C'est une responsabilité qui appartient aux autorités de la République, et toute personne qui contribue aux autorités de la République et qui n'agit pas en cette direction doit le justifier. Maintenant, le contexte ouvert par les révélations d'Edward Snowden ne se résume pas à ça. Le Parlement européen a fait, à la suite de ces révélations, un travail d'enquête poussé, entendu Edward Snowden, contrairement aux autorités françaises, et ça aboutit à un rapport qui n'a pas recommandé le droit d'asile au niveau européen parce que c'était difficile, mais qui a recommandé la suspension du Safe Harbor Agreement, une disposition asymétrique et complètement dérogatoire au droit qui permet aux opérateurs américains de transférer des données collectées en Europe pour les traiter moyennant des garanties dont tout a révélé qu'elles étaient largement fictives dans les pays européens, dans leur propre pays, pardon. Tout ça, en fait, en réalité, se situe dans un cadre beaucoup plus large où on a vu aussi bien du côté des appareils d'État que du côté des opérateurs privés, un processus de captation et d'usage et d'exploitation sans contrôle de données qui n'a cessé de s'accroître pour les États au nom d'une conception sans cesse accrue de la sécurité. Je vous invite à lire le livre, plus exactement même de la sûreté. Je vous appelle à lire le livre de Mireille Delmas-Marty, Liberté et sûreté dans un monde dangereux, pour prendre la mesure de comment nous avons bouleversé notre droit pénal, tous nos codes de procédure, pour arriver à ce résultat. Pour les acteurs privés, il se trouve que nous avons laissé se développer des modèles commerciaux qui ne peuvent reposer que sur des abus totaux vis-à-vis du consentement, vis-à-vis de l'exploitation des données. Je me souviens d'avoir participé à une réunion où Peter Fletcher, le Global Privacy Council de Google, réunissait les associations de défense des internautes et de leurs droits pour essayer de les convaincre de s'opposer à des approches réglementaires de la CNIL. Et nous avons eu 3 heures de discussion à cette occasion, et au terme de cette discussion, la conclusion, ça a été non, non merci. Et la raison, c'est tout simplement
nous ne pourrons jamais vous faire confiance. Pourquoi nous ne pourrons jamais vous faire confiance? C'est parce que l'existence même de cette société, les 95% de ces revenus proviennent d'un modèle commercial qui ne peut reposer que sur une exploitation abusive des données, abusive à notre sens. C'est cette situation à la fois une invocation permanente de la sûreté, très paradoxale quand on pense que nous sommes dans un pays où le seul attentat meurtrier des dernières années commis sur son territoire a été un attentat commis par une personne dénoncée par sa famille, qui avait été interrogée pendant des semaines par les services de sûreté, surveillée pendant des années à titre ciblé, et qui avait ensuite totalement échappé au radar. Et cette situation n'est pas inhabituelle. Le président de la NSA a dû reconnaître avoir menti au Congrès en affirmant que les dispositifs de surveillance généralisée avaient permis d'éviter un grand nombre d'attentats terroristes. Donc il y a une invocation de la sûreté, il y a le laisser-faire à l'égard de modèles commerciaux qui s'inscrit dans une longue tradition d'inaction vis-à-vis des modèles économiques des acteurs industriels. Par rapport à ça, il est essentiel que les lois auxquelles M. Sueur nous a invités à réfléchir redonnent un nouveau pouvoir, ce pouvoir de négociation collective dont parlait à l'instant Antonio Casilli, à la fois face aux États et face aux grands acteurs commerciaux. Et ce pouvoir n'est pas une espèce de vue de l'esprit qui serait impossible à atteindre. Là, je voudrais souligner que dans le grand paquet que nous a décrit Christine Ferral-Schul, où on trouve à la fois des médias sociaux, c'est-à-dire des médias d'expression, WordPress, Tumblr, et des réseaux sociaux, c'est-à-dire des espaces de partage de données à l'intérieur de groupes qui sont faussement dits sociaux, puisqu'ils sont en réalité construit par l'effort de donner un maximum d'amis à des gens, enfin, ou de leur faire croire qu'ils ont un maximum d'amis, eh bien, les soi-disant à éduquer adolescents fuient massivement aux États-Unis les réseaux sociaux, dans ce sens particulier, en faveur des médias sociaux. 30% des usagers de Facebook entre 15 et 24 ans ont quitté Facebook pour aller vers des médias comme Tumblr. Et ces réactions ne sont pas, bien sûr, elles ne reposent pas sur le genre d'analyse que nous développons ici, mais elles reposent sur un vécu très profond, le vécu de la chronophagie des médias sociaux, le vécu des déceptions profondes que l'espoir de l'amitié fictive fait naître chez leurs auteurs, et par contre, le vécu également de tout ce qu'apporte en termes de développement la capacité à s'exprimer sur Internet, à recevoir des réactions de gens qu'on estime et à les développer. Par ailleurs, pourquoi y a-t-il eu un changement majeur entre échelons? Il y a ici Antoine Lefébure qui a écrit le livre L'affaire Snowden. Nous avons une amitié commune pour le journaliste qui, dans la fin des années 90, a révélé l'existence du système échelon, qui était un système mis en place par les mêmes 5 pays qu'un certain nombre des programmes d'aujourd'hui, mais qui reposait sur simplement la captation des flux de données. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a d'immenses services centralisés sur le web qui ont non seulement des données, mais tout ce qui permet d'interpréter ces données. Et il n'est pas étonnant que les services américains aient souhaité
avoir une attitude préhensile à l'égard de ces données et des métadonnées qui permettent de les interpréter, car le simple traitement des flux du trafic avait fait la preuve de son inefficacité. L'équivalent de la DPR aux États-Unis, la commission du Congrès sur le renseignement, avait conclu à l'inefficacité du traitement par la NSA des données issues d'échelons. À l'heure actuelle, ce dont nous avons besoin, c'est d'un encouragement massif à la nouvelle décentralisation de l'hébergement des données. Il n'est pas le fait que brusquement les services web, à partir de 2005-2006, se soient centralisés, ce n'est pas une loi de la nature. Le web s'était développé à partir d'hébergements très largement décentralisés des expressions de chacun. Les pages personnelles sur le web, les blogs, il y en a aujourd'hui 180 millions des blogs. Hein, et dans les contenus que mentionnait Christine Ferral-Schul, quand vous voyez le nombre de contenus WordPress, donc le nombre de contenus de blog, c'est extrêmement impressionnant et ça signale que avant même d'être un média de communication, le web est un média d'expression. Et nous avons besoin que la loi sur le numérique que préparera Axel Lemaire protège les citoyens contre l'intrusion au nom de la sûreté de l'État dans leurs données. Dans les procédures, nous avons besoin d'une revalorisation du rôle du judiciaire par rapport à l'administratif, qui est, à l'heure actuelle, c'est un véritable bulldozer que le développement d'autorités administratives à qui on confie des missions de censure, de retrait, voire des missions d'autorisation d'atteinte importante à la vie privée. Dans ce contexte, mais nous avons aussi besoin de politiques publiques qui encouragent les outils et les pratiques qui vont permettre une nouvelle décentralisation, parce que les conditions de la négociation collective des droits légitimes qu'a mentionné Antonio Casilli, c'est une souveraineté accrue sur ces données. Il faut que les gens aient le premier élément de la souveraineté, qui peut-être de façon surprenante rejoint l'article de 1890 sur la non-intrusion, c'est la possession physique des données. C'est le fait qu'elles soient localisées à un endroit donné qui est sous le contrôle souverain de l'utilisateur. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que ces orientations qui forcément ici font l'objet d'un débat qui reste à la surface pourront, à travers les mois qui viennent, aboutir à des actions, des propositions d'actions politiques ou législatives plus concrètes. Merci beaucoup. Cela dit, je ne suis pas sûre que ça ne reste qu'à la surface ce matin. Mais pardon ? Je ne suis pas sûre que ça reste simplement qu'à la surface ce matin. Monsieur Benoît Tabaka, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Déjà, merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. Je pense que c'est la première fois dans cette maison qu'on fait un débat aussi important sur les sujets comme le numérique, comme les questions de renseignement, comme les questions de préservation de la vie privée. Peut-être pour commencer, c'est vrai que le débat, on peut le prendre de différents éléments. Je partirais peut-être de ce que disait Maître Ferral-Schul sur justement les nouveaux usages. Effectivement, on part aujourd'hui dans une logique d'usage où de plus en plus d'utilisateurs, d'individus, d'adultes, d'adolescents commencent à être rentrés dans cette société, comme on dit souvent, du partage. C'est-à-dire qu'on va envoyer des messages, on va publier des photos, on va raconter sa vie sur les réseaux sociaux, on va télécharger de documents et autre chose via Internet. Et effectivement, cette société du partage, aujourd'hui, sans doute, a généré plusieurs demandes de la part à la fois des usagers, de la part des citoyens. Et je pense que ces demandes, c'est aussi des demandes qui sont adressées aux acteurs de l'Internet, comme nous, comme d'autres, et auxquelles on est tenu d'y répondre. La première demande, je pense que c'est celle de mieux informer. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va utiliser un service lié à Internet, elle va devoir être informée de la manière dont ces données qu'elle va
télécharger, qu'elle va partager éventuellement avec d'autres, vont être utilisés par ce service-là. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un des enjeux peut-être à la fois les plus simples, mais aussi les plus compliqués, de dire, ben voilà, quand on est un acteur, comment on est capable de donner une information suffisamment claire, transparente, limpide d'une certaine manière, pour permettre aux personnes, un, de comprendre ce qui va se passer, deux, de comment faire pour gérer ces données-là. Et c'est vrai que c'est là aussi les enjeux qui se posent à ces acteurs. L'un des aspects que l'on peut évoquer, par exemple, sur l'information et le contrôle, on peut le voir à différents éléments. Par exemple, si je prends l'exemple purement de Google, Google, notamment, a une activité liée aux régies publicitaires. Ces régies publicitaires, en fait, peuvent personnaliser les publicités en fonction de l'utilisateur. Par exemple, vous avez un compte Gmail, vous êtes logué, vous êtes en train de faire une recherche sur Google, vous allez voir la publicité, cette publicité va être personnalisée. Ben, notre devoir, c'est un, d'informer la personne que c'est une publicité personnalisée, deux, de lui donner la possibilité de comprendre pourquoi il voit cette publicité, et trois, la possibilité de pouvoir gérer cela. Et donc, sur chaque publicité, vous avez un lien, la personne clique, rentre sur une page, et va comprendre que voilà, cette publicité lui est affichée parce qu'il correspond à telle ou telle catégorie. C'est un homme, c'est une femme, c'est une tranche d'âge. Les loisirs ont été déterminés. Et au-delà de ça, il faut donner la possibilité à la personne de pouvoir complètement gérer, changer, s'il veut, ses paramètres, ou tout simplement en sortir. Et dire, je ne veux plus avoir de publicité personnalisée. Je veux des publicités comme Monsieur Tout-le-Monde, et donc à partir de là, la possibilité de désactiver. Et c'est là finalement cette logique de contrôle. De la même manière, en fait, on parlait beaucoup des réseaux sociaux, c'est tout à l'heure, on prenait l'exemple de personnes qui avaient des photos sur lesquelles ils étaient, comme on dit, tagués, flagués. Ben, c'est la possibilité qu'ils soient informés de ça, pour derrière avoir une action positive, soit vis-à-vis de la plateforme, soit vis-à-vis, par exemple, de l'auteur de la publication. C'est la possibilité, par exemple, lorsqu'il met en ligne une vidéo, la possibilité de pouvoir à tout moment la retirer, etc. etc. Donc c'est véritablement un peu cette dichotomie aujourd'hui qu'il faut développer, informer, donner les moyens de contrôler. Et je pense aussi que l'élément et l'étape aussi assez importante au travers de l'information et du contrôle, c'est une personne qui décide de diffuser, de partager l'information, doit décider aussi de qui et avec qui elle va la partager. On parlait beaucoup de ces questions de communauté, des communautés privées qui se créent sur les réseaux. C'est un des aspects justement du contrôle, c'est-à-dire que la personne va décider finalement à qui elle partage telle ou telle vidéo, telle ou telle image. Dernier élément, je pense aussi sur cette question du contrôle, et ça c'est l'aspect final. On est dans une société où finalement beaucoup de choses sur Internet reposent sur la confiance. On a beaucoup utilisé ce mot au travers des 3 précédentes interventions. Et donc, il faut aussi que, côté acteur, on donne la possibilité aux personnes de pouvoir sortir. C'est-à-dire, je n'ai plus confiance et je veux en sortir. Je veux sortir de tel service parce que j'ai plus confiance dans votre service-là, j'ai plutôt confiance dans tel autre service. Et donc, c'est cette possibilité, et c'est un des sujets, par exemple, qui est actuellement débattu au plan européen, de créer un droit à la portabilité des données. C'est-à-dire la possibilité pour les personnes d'aller voir un opérateur. Il y a déjà certains opérateurs qui le font, c'est le cas de Google, par exemple, sur un grand nombre de services, de pouvoir télécharger ces données, télécharger l'intégralité de ses mails sur Gmail, télécharger l'intégralité de ses photos, télécharger l'intégralité de ses posts, etc. Récupérer ce fichier-là dans un format ouvert et soit le conserver sur sa machine, soit l'exporter auprès de notre service et, en plus, s'il le souhaite, supprimer tout ce qui est stocké chez Google. Voilà. Ça fait partie un petit peu des outils aujourd'hui auxquels il faut réfléchir et qui permet justement de redonner cette information, redonner ce contrôle qui est important. Le deuxième aspect auquel on est de plus en plus confronté dans l'univers numérique, on en a parlé, elle prend 2 dimensions. C'est en fait ce que j'appellerais moi plus globalement la question de la sécurité et la logique en fait dont la manière dont les données circulent sur le réseau. Aujourd'hui, et je pense qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on ait de l'actualité dessus, il y a des attaques informatiques, on voit des entreprises être piratées, on voit des données être volées. La question de la sécurité des données, c'est sans doute aujourd'hui un des aspects prioritaires pour à peu près tout le monde, mais surtout aussi pour tous les intermédiaires, quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils soient site internet, qu'ils soient fournisseurs de messagerie électronique, qu'ils soient, je ne sais pas, réseau social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette obligation de sécurité des données et de confidentialité des données. On voit se développer énormément d'attaques, de phishing, ce qu'on appelle le fameux hameçonnage en utilisant le bon terme français. Mais ces techniques qui tentent tout simplement à récupérer
toutes les données d'identification d'un utilisateur pour ensuite essayer d'aller prendre certains éléments de sa vie privée, qui peuvent aller jusqu'à prendre certains éléments de ces données bancaires. Et c'est par exemple développer des nouvelles technologies qui permettent de s'assurer que cette personne-là sera alertée quand quelqu'un essaiera de se connecter sur son compte en utilisant son identité. Par exemple, vous vous connectez habituellement sur votre compte Gmail, par exemple, ou autre, depuis Paris, et là, d'un seul coup, quelques minutes après votre dernière connexion, on voit arriver une connexion qui vient, je ne sais pas, de la Louisiane ou qui vient de la Russie. Ben voilà, ça fait partie des éléments potentiellement suspects. Une alerte est envoyée à l'utilisateur. Est-ce bien vous qui tentez de vous connecter? Si ce n'est pas vous, changez votre mot de passe. Ça veut dire qu'il a été piraté ailleurs et que vous utilisez le même mot de passe pour tous vos services Internet. Donc ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect auquel aujourd'hui on est confronté, c'est les interceptions. Les interceptions, il n'y a pas que le sujet qu'évoquait le président Sueur, hein, on n'est pas forcément que dans les interceptions judiciaires ou administratives. Les interceptions peuvent avoir lieu tout simplement parce que vous êtes tranquillement à la terrasse d'un café, en train de surfer, en train d'accéder à différents de vos services, et vous utilisez le Wi-Fi que vous offre le café. Mais est-ce que vous savez si ce Wi-Fi est protégé? Est-ce que vous savez si vos données qui circulent sur ce réseau-là circulent en clair ou pas? Qui d'autre est connecté sur ce réseau-là? Et c'est là où, derrière, il y a un enjeu côté fournisseur de services, côté utilisateur, finalement, de rentrer aussi dans cette sécurité de sa connexion, la manière dont il se connecte à Internet. Il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de renforcer l'anonymat, qui permettent de renforcer la sécurité. Il y a aussi des obligations côté utilisateur, côté intermédiaire à l'Internet, de renforcer cette sécurité au moment où vous connectez. Et c'est quoi? C'est le développement de mécanismes de chiffrement. Alors on va utiliser un terme technique qui s'appelle le SSL, mais effectivement c'est la logique de dire, ben voilà, quand vous allez accéder à certains services, la connexion entre votre machine et ce service-là est chiffrée, est cryptée. C'est-à-dire que si quelqu'un est en train d'espionner, de sniffer, comme on dit, votre connexion Internet de manière illégale, effectivement la personne ne verra que des éléments cryptés, des éléments chiffrés. Depuis les révélations, notamment de l'affaire Snowden, il y a eu un mouvement où on a pris conscience de manière beaucoup plus large de ce besoin de chiffrer l'ensemble des choses. Google, on avait démarré, je crois dans les années à peu près 2010, le chiffrement de tous les échanges. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à Gmail, depuis 2010, c'était chiffré. Maintenant, vous ne pouvez plus désactiver le chiffrement. Avant, vous pouviez. Là, depuis quelques mois, vous ne pouvez même plus désactiver. C'est obligatoirement chiffré. Quand vous faites des recherches sur le moteur de recherche, depuis maintenant le mois de septembre, l'intégralité de vos recherches sont chiffrées. C'est-à-dire que si quelqu'un regarde ce que vous êtes en train de faire, il ne verra pas quels sont les mots-clés que vous avez saisis dans un moteur de recherche. Vous accédez à des documents qui sont dans le cloud, pareil, ça sera complètement chiffré. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est comment on est capable de développer ce chiffrement. Et j'en viens au dernier élément qui est celui, justement, qu'a mis en avant l'affaire Snowden. Et toute la problématique aujourd'hui des technologies utilisées notamment par les services de renseignement pour finalement surveiller ce qui se passe sur Internet. Aujourd'hui, on assiste en fait à deux choses. Le premier élément, c'est ce qu'on appellerait l'accès aux données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des autorités accèdent avec un cadre juridique existant, que ce soit aux États-Unis, il y a différents textes qui existent, que ce soit en France, il y a différents textes qui existent, demandent à accéder à un certain nombre d'informations concernant des utilisateurs. Ces informations, ça peut être des éléments purement basiques, c'est de dire, voilà, j'ai découvert une activité illicite faite par telle adresse IP, ou telle adresse mail a envoyé tel ou tel message, je veux savoir qui c'est. Donc ça, ce sont les données qu'on va dire plutôt d'identification. Ensuite, vous allez rentrer dans un régime plus compliqué, normalement beaucoup plus protecteur, avec une intervention préalable du juge, qui est celui de l'interception. C'est, je veux savoir ce qui est en train de se passer à ce moment-là, tout de suite là, chez cet utilisateur. Je veux avoir la possibilité d'écouter ce qu'il dit. Je veux avoir la possibilité de lire les emails qu'il envoie. Ça, c'est le deuxième pan. Et le troisième pan qu'a mis en avant l'affaire Snowden, c'est des activités par les services de renseignement, souvent dans un cadre qui a été qualifié notamment par, je me souviens, par la présidente de la CNIL comme étant un cadre allégal, c'est-à-dire que ni illégal, ni légal, en dehors de la loi, qui est cette collecte massive de données via les réseaux. Et cette collecte massive de données, Snowden et les différentes révélations qui ont été publiées par différents médias ont montré que finalement, elles étaient le fait de beaucoup de services de renseignement, que tous les services de renseignement s'échangeaient les données et qu'il y avait une sorte de second marché au travers de ces données-là. Quelle est la réponse côté acteur de l'Internet ? Premier élément, c'est
de leur dire une chose, c'est que nous, ce qu'on demande, c'est une transparence. C'est-à-dire qu'on ne demande pas une transparence systématique sur chacune des demandes et de chacune des opérations qui sont en train d'être menées. C'est juste de dire, voilà, quel est le cadre juridique que vous avez? Quels sont les garde-fous que vous avez mis en place? Est-ce qu'il y a un contrôle préalable par une autorité ou pas? Est-ce que cette autorité est capable d'apprécier ou pas la masse de données qui vont être collectées? Ça, c'est le premier élément. Deuxième garde-fou, on le met de notre côté. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on reçoit régulièrement des demandes de la part des autorités. On a une équipe qui est basée aux États-Unis qui va regarder chacune des demandes, contrôler, vérifier que ces demandes-là sont conformes au cadre juridique à la fois américain, mais aussi local. Et donc s'assurer que, par exemple, la demande est proportionnée. Si demain vous avez une autorité qui vient nous voir en disant ben voilà, je voudrais avoir toutes les communications de tous les utilisateurs français de Gmail. Pour imaginer une telle demande, ben la demande sera refusée, sera rejetée, et si nécessaire, puisque c'est le cas notamment dans certains cas juridiques, elle sera contestée en justice, parce que disproportionnée. Et c'est ça aujourd'hui, et notamment dans les prochaines lois dont évoquait le président Sueur, qu'il faudra justement prévoir, c'est mettre en place ces garde-fous. Un garde-fou en termes de transparence, un garde-fou en termes justement de contrôle à un moment des demandes qui sont faites. Je prendrai 30 secondes pour finir la casquette aussi de l'ASIC, puisque je ne suis pas que Google, j'ai aussi cette chance d'être l'ASIC. Le président de l'ASIC, Giuseppe De Martino de Dailymotion, société française, hein, il y a quand même des sociétés françaises au sein de l'ASIC, n'a pas pu être là. Mais juste pour clarifier quelles ont été finalement les craintes qui ont été soulevées au moment de la loi de programmation militaire, mais aussi la loi de géolocalisation. La crainte est simple. C'est une vieille expression, comme on dit, c'est quand il y a un flou, il y a un loup. Et c'est véritablement ça. C'est-à-dire que la crainte qui a été soulevée, c'était de dire que notamment le texte laissait entendre la possibilité, dans le cas des interceptions administratives, d'accéder à tous les documents stockés par tous les acteurs de l'Internet. Pourquoi nous, il y a une crainte? Certes, il y a un contrôle a posteriori. Mais contrairement à un régime des interceptions, genre une écoute téléphonique. Une écoute téléphonique, vous faites sur la durée. Vous regardez pendant 2 jours, 3 jours, une semaine ce qui existe entre les deux personnes que vous espionnez. Mais à un moment, si quelqu'un vous dit « non, non, vous n'avez pas le droit de le faire », vous arrêtez. Le jour où vous faites une interception de documents, c'est instantané. C'est 30 secondes. En 30 secondes, les informations, vous les avez récupérées. Toutes les informations qui sont dans le cloud, vous les récupérez, vous les stockez. Et donc derrière, le régime des interceptions avec un contrôle a posteriori, si on nous dit finalement non, ça ne pouvait pas passer, ben en fait, était inefficace de facto, puisque les informations collectées l'avaient déjà été. Et c'est ce flou autour de la notion de document qui, pour nous semblait en fait ouvrir une brèche qu'il fallait gérer d'une manière ou d'une autre. Et sur le projet de loi de géolocalisation, c'était la même chose. Ça tenait à un mot. Ce n'était pas la loi, c'était un mot. C'était le concept d'objet. C'était de dire, avoir aujourd'hui la possibilité de géolocaliser, non pas toute personne, mais tout objet. Aujourd'hui, on est dans un monde des objets connectés. Philippe en parlait, on est dans le monde des objets connectés. C'est-à-dire que demain, on pourra me géolocaliser, que ce soit avec ma voiture, mon téléphone mobile, ma brosse à dents connectée. On avait pris cet exemple rigolo parce que c'était l'actualité du moment à cause d'une boîte française qui le fait. Mais on peut imaginer demain d'avoir cette géolocalisation de n'importe quel objet sans avoir forcément derrière les garde-fous ou du moins le recul nécessaire pour apprécier ça. Donc voilà, donc c'est vrai que ce qu'on attend côté réglementation française en la matière, c'est clairement d'avoir un cadre juridique protecteur des données personnelles, et si possible harmonisé en plus au plan européen, et je sais que plusieurs pays y travaillent, et 2, sur ces questions spécifiquement du renseignement, c'est plus de transparence, plus de garde-fous, parce que les technologies évoluent beaucoup plus rapidement que le cadre juridique lui-même. Et que demain, on pourra avoir un état des technologies qui fait qu'avec l'état actuel du cadre juridique, on offre un certain nombre de moyens sans forcément avoir les garde-fous nécessaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Tabaka. Je voudrais remercier les intervenants vraiment pour la qualité de leurs propos qui ne manqueront pas de susciter un certain nombre de questions d'avis ou voire de commentaires. Monsieur Aigram me demande simplement de rajouter quelque chose, 20 secondes pour laisser justement... Juste un point, j'ai été étonné qu'aucun des intervenants, y compris d'ailleurs l'introduction de monsieur Sueur, ne mentionne quand même le fait que la Cour de justice européenne a invalidé pour atteinte aux droits fondamentaux la directive de 2006
sur la rétention des données. Et c'est quand même pas une décision courante qu'on invalide une directive pour atteinte aux droits fondamentaux. Il y a une grande partie de la base juridique des textes qui ont été mentionnés ici qui s'est effondrée, qui n'est plus là. Et aujourd'hui, ces textes sont suspendus dans une sorte d'incertitude sur leur base légale. Donc, je crois que c'est une raison de plus pour remettre les choses à plat, pour que nous ayons une vraie discussion. Et cette fois, par rapport à cette décision, on ne pourra pas juste dire, vous savez, il y a des choses qui sont dont tel ou tel cour a décidé qu'elles étaient hors du cadre légal, on va changer le cadre légal pour qu'elles y entrent. Non, là, il faudra prendre en compte le vrai message qui est, non, il y a des droits fondamentaux auxquels on n'a pas le droit de porter atteinte au-delà d'une certaine limite, même pour des motifs aussi légitimes que la sécurité des personnes contre le terrorisme. Merci, M. Aigre.